Allez, c'est trop bien en plus. C'est parti. Mais ouais, c'est beau, hein. Tu te vois et tout. Ouais. Bienvenue dans le podcast En Jazz Vélo. Merci de me recevoir. Petit Denis. Petit Denis, ouais. Hein. Pas si petit ça. Ouais, pas si petit, hein. Ouais. Quand t'es tout seul à rouler là-haut dans la taiga, tu te sens petit. Mais ouais, en fait, je pense que j'ai été référé par plein de personnes pour que tu passes sur le podcast. En fait, j'étais à un bar justement au Messorem avec un ami, puis il me dit ah là, faudrait que t'invites le petit Denis. Puis là, je t'avais vu de la même journée sur Instagram, puis j'étais comme ok, ouais, ça a l'air vraiment chaud ce qu'il fait là, même il fait froid là, mais chaud. Ouais, c'est ça. Plus. Et puis lui, pareil, il m'a envoyé un DM, dit regarde ce profil là, c'est malade et tout. Puis en fait, moi, je t'ai plus suivi à la fin de l'aventure, mais c'était incroyable, puis j'ai tellement de questions à te poser sur ta belle aventure et puis sur toi qui tu es, puis voilà, mais vraiment honoré de te rencontrer, que tu viennes ici. Je sais que t'as fait Radio-Canada cette semaine, t'as fait Novo, donc bienvenue dans notre modeste petit podcast. Non, c'est beau. En Jazz Vélo, je pense qu'on va pouvoir rentrer vraiment, tu sais, prendre 1 heure ensemble, puis rentrer en détail sur ton aventure, même si on pourrait en parler pendant des heures. Ouais, 100%. Même moi, ça me fait plaisir d'avoir plus de temps aussi, justement, pour pouvoir en parler, puis rentrer plus dans le fond, parce que tu peux l'aborder sous tellement d'aspects, puis il y a tellement de choses que tu peux dire. Mais commence par parle-nous de toi. T'es qui? Ouais, petit Donny. Donny. Je m'appelle vraiment Donny. C'est vraiment mon prénom pour ceux qui se demandent. C'est pas un surnom. Tout à l'heure, quand j'étais quand je suis allé te chercher au métro, là, je vais sur ton compte Instagram, je fais c'est quoi son prénom en fait? Puis là, je vois petit Donny. Je fais bon, ok, on va voir. Il s'appelle Denis. Après, tu m'as dit non, c'est ça. Donny, aventurier. J'ai 23 ans. Puis je viens de faire 6000 km à vélo en hiver. Une aventure de 125 jours. Wow. Où j'ai fait tout l'Est canadien puis les provinces atlantiques. Et attends, moi on va aller straight to the point. Comment c'est venu l'idée de dire je vais prendre le pire moment de l'année dans potentiellement la pire région canadienne puis je vais aller traverser ça? Franchement, ça s'est fait pas mal à la dernière minute. J'ai eu l'idée de ce tracé 1 mois avant de partir. Je me suis préparé 1 semaine avant de partir, puis je suis parti. Fait que, pas de prépa. Enfin, tu sais, le minimum, là, j'avais déjà mon vélo, il me manquait du gear, fait que j'ai ramassé ce qui me manquait comme affaire pour partir. Puis je suis parti, puis, tu sais, les réponses, elles viennent en chemin aussi beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui essaye trop de tout planifier, puis de tout savoir à l'avance, mais là, si tu veux tout savoir à l'avance, tu vas jamais partir. Fait que... c'est ça, je savais, j'avais l'idée du tracé, je savais c'était quoi les gros défis de ce tracé. Puis après, tu prends ça un jour après l'autre. Mais pourquoi ce tracé-là, ce moment-là? Y a-tu un moment inspirationnel? Ce tracé, il y a 2 cyclistes qui l'ont fait cet été. En fait, qu'on fait la 389 et la traversée du Labrador. Puis moi, c'est pas mal ça, en gros, qui a inspiré. Ouais. 389, traversée du Labrador, puis Terre-Neuve aussi. Ouais. Parce qu'une fois que t'es rendu là-bas, faut revenir. Puis c'est ça, il y a un gars qui avait fait une vidéo YouTube qui s'appelle Charles en vélo. Oui. Ouais. Puis ça, moi, j'ai adoré sa vidéo-là. Je te fais, ok, le gars est vraiment cool. Puis en plus, la 389, c'est une route... Il avait fait juste cette route-là? Ouais. Bah, il a fait la 389, tout le Labrador et tout Terre-Neuve aussi. Ok. Puis lui, après... il l'a fait en hiver ou en... Il a fait cet été. Ok, d'accord. Puis après, il est parti de Terre-Neuve pour aller en Europe. Là, il est encore en voyage à vélo. Ce gars-là, il voyage à vélo. Ouais. Ok. Mais il est bon, c'est drôle. Ouais. C'est vraiment un bon gars. Puis c'est ça, en plus, après, on est en contact. Moi, je suis rentré en contact. Puis, tu sais, lui aussi, parfois, il me demande pour les vidéos. Parce que ça, vu que je documente tout aussi, il m'a demandé des petits conseils vidéo. Fait que c'est ça, c'est comme ça que j'ai découvert cette route. Tu sais, moi, je savais même pas qu'il y avait une route qui montait dans le nord. Puis, je savais même pas que tu pouvais traverser le Labrador comme ça à vélo. Puis, parce que justement, c'est des coins de pays dont t'entends jamais parler, puis que personne ne connaît. Fait que là, je me suis dit, ok, bah écoute, on va tenter de faire ça, mais à l'hiver. Puis moi, j'aime ça l'hiver, tu sais, comme le climat de l'hiver, le froid, c'est la difficulté que ça apporte, la rudesse de tout un climat. Okay. Fait que je voulais tenter ça, voir si c'était possible. Est-ce que tu avais vu le film de Gus et Lachlan pas Lachlan, mais juste Gus Morton qui fait Labrador City jusqu'à... Non. OK. Non, j'ai pas une grosse culture cinématographique pour être honnête avec toi. C'est une vidéo de Rafa où justement ils font tout le temps des gros voyages, puis ils avaient décidé d'aller au Canada
partir de Labrador City, ils se rendent jusqu'à la côte est, et ça vire vraiment en bordel parce que pendant l'été, il y a des moustiques monstrueux. Mais c'est ça, Charles en vélo, là, dans sa vidéo, c'est full de moustiques, mais c'est l'enfer. Tu sais, moi, j'ai eu des gros défis à cause de l'hiver, mais l'été, t'as aussi des défis. Ça reste difficile, là. C'est pas comme un trajet simple. Dans tous les cas, c'est pas un trajet simple. Puis il y en a tellement, tu sais, c'est des mouches noires, là, ça rentre dans ta bouche, ça rentre dans tes oreilles. Mal, en plus, tu t'ouvres ta tente, juste le temps de rentrer tes sacoches, t'as comme 100 insectes dans ta tente, puis tu peux pas t'arrêter, faut comme tout le temps être en mouvement, puis le bruit là que ça fait. En tout cas, tu sais, je préfère le moins 30, puis les rafales de vent de 70 km/h où t'es pris dans une tempête de blizzard. Donc là, tu t'es embarqué là-dedans, t'avais envie de faire ce projet-là. Là, t'as dit que t'étais aventurier, il a pas dit qu'il était cycliste, hein. Il fait pas de vélo, il connaît pas le documentaire de la Clam Nanton. Donc tu vois, là il y a vraiment, t'es un gars d'aventure. Là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? T'es assez confiant pour partir dans cette aventure-là. C'est quoi ton background quand même de vélo? Parce que tu sais, s'aventurer en vélo l'hiver, c'est aussi quand même quelque chose d'engageant, même pour un cycliste normal, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc comment tu t'es préparé à ça? C'est quoi tes aventures que tu avais fait avant? Ça ressemblait à quoi? Ben moi je suis pas un gars de vélo à la base, c'est-à-dire que tu sais, je fais pas du vélo quotidiennement, je fais pas d'ultra de vélo. C'était comme moi, le vélo pour moi c'est le voyage à chaque fois. Puis c'est un mode pour explorer et pour partir à l'aventure. Ça, c'est mon 3e voyage à vélo. Mon tout premier, c'était de Paris jusqu'en Écosse. Fait que j'ai remonté tout le Royaume-Uni. C'était un 1600 km. J'avais jamais fait de vélo avant ça. Je suis parti à l'aventure. J'avais le pire des vélos possibles. J'avais comme un vieux vélo des années 80. C'était comme un mono-vitesse. Tu sais, c'était la vitesse sur le cadre. Puis c'est soit full speed, soit t'avances pas. J'avais des pneus comme ça, comme des pneus de route. J'avais des crevaisons tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Le porte-bagages, j'avais tellement de bagages. Comme la journée où je suis parti, j'ai fait comme 10 mètres, puis il y a comme la moitié de mon stuff qui est tombé. Puis là, c'est comme retour au garage, enlève la moitié des affaires, puis essaye de repartir avec ça. Enfin, tout était en improvisation là. Tu sais, c'est pas mal le premier voyage à vélo, donc celui qui m'a vraiment formé à ça. T'as appris à la dure là. Ouais, j'ai tout appris à la dure. Puis tu sais, de Paris jusqu'en Écosse, j'ai fait ça en février là. Fait que je suis parti, il faisait quand même 0 degré, 1 degré, il pleuvait. Tu sais, c'est sûr que c'était pas les moins 30 puis le vent et tout, mais tu sais, être entre 0 et 10 degrés quand même tout le temps au Royaume-Uni avec une météo où il neige, pluie et tout. Puis il neige, c'est nuageux tout le temps. Ouais. Puis ma 2e aventure, c'était une traversée des Alpes japonaises. Puis ça, dans le fond, j'en ai fait un film documentaire parce que c'était pas prévu. En gros, j'étais en voyage en sac à dos autour du monde. Puis j'arrive au Japon, puis j'ai aucun plan pour le Japon. Puis là, je rencontre un autre gars qui s'appelle Clément, qui est un ami à moi maintenant. Puis lui, il venait d'arriver aussi au Japon, aucun plan. On est le premier soir dans la même auberge de jeunesse. Puis là, on commence à discuter et tout. J'aime bien ce gars. Puis je lui propose cette idée folle. Je lui fais « Et si on achetait des vélos ici au Japon ?» puis qu'on allait traverser les Alpes japonaises. Puis lui, il avait déjà fait un peu de vélo, mais tu sais, il avait jamais fait de gros voyages comme ça. Tant que ça, ouais. Puis moi, je suis pas mal, tu sais, la folie là. J'étais comme, vas-y, let's go, on s'en fout, on va voir ce que ça donne et tout. Puis lui, il essaie de me raisonner et tout. Il a mis quand même une bonne semaine avant de plier. Mais tu sais, je le travaillais là tous les jours. Puis c'est ça, l'histoire dans le fond, le documentaire qu'on a fait, c'est cette aventure de comment on a acheté des vélos au Japon. Et comment on a fait ce tracé, sachant qu'au Japon, personne ne voyage à vélo. Donc ça a été super dur de acheter le vélo, ça a été, mais mettre la main sur l'équipement, les bagages. On a fait tout Tokyo pour essayer de trouver juste 2 sacoches. C'est juste 2 sacoches de vélo là. Puis après, on a fait le Japon dans les terres. Donc tu sais, c'était un Japon où les touristes ne vont pas en fait. Il y a pas de train qui va là-bas, il y a pas d'autobus. Donc on était avec que des locaux, mais tu sais, c'était des grands-pères et des grands-mères japonaises. Puis ils parlaient que japonais. Puis il y a rien de marqué en anglais là-bas. Il y a rien en anglais. Puis eux, ils parlent pas anglais là. C'était comme choc culturel complètement. Tu avais un téléphone traducteur, tout ce qui est comme une espèce de photo. Exact. C'était juste ça. On faisait Google Traduction. Eux, ils parlaient dans Google Traduction en japonais. Puis nous, on traduisait. Puis sinon, c'est langage des signes. Mais tu sais, on arrivait, c'est comme ça. Puis puis tu sais, tu comprends comme des trucs de base là. Mais on a reçu une hospitalité formidable. Puis on a vu des paysages de fou furieux. On était à l'automne et on a eu un automne magnifique. Tu sais, il y avait les couleurs de l'automne, le soleil et tout. Puis c'est ça raconte en tout c'était 7000 mètres de dénivelé positif sur 700 km. Okay.
Puis c'est ça, on s'est fait des cols de montagne tous les jours. Avec des vélos qui Puis- sont pas adaptés pour... Bah, les vélos étaient pas pires, tu sais, comme quand on est parti, moi au moins, c'était la première fois que j'ai découvert un vélo avec des vitesses, tu sais. Comme mon premier vélo, j'avais pas de vitesse, là, je savais même pas ce que c'est que de monter une côte, puis tu sais, tu descends Ouais. tes gears, là. Fait que non, c'était vraiment bien. C'est aussi lui, Clément, qui m'a initié à la vidéo. Ok. Puis maintenant, tu sais, c'est ça que je fais, je documente toutes mes aventures, puis je filme. Et c'est ça, c'est lui qui m'a dit, mais attends, genre, regarde, t'as voyagé pendant 3 ans autour du monde, t'as tout un tas d'histoires toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, faut que tu partages ça, là, c'est comme, c'est fou. Puis c'est ça a commencé comme ça. Wow. Et ce voyage, c'était en 2023. Puis là, c'est ça, 2025. Qu'est-ce que t'as fait entre 2023 et 2000 J'ai continué de voyager. Après ça, j'ai été en Indonésie. J'ai été au Népal aussi. C'est ça qu'on des discutait là. aventures à pied? Ouais, j'ai fait le plus haut col de randonnée au monde. Fait que ça reste de la randonnée. Ouais. T'es pas Pas encore dans d'alpinisme, l'alpinisme, c'est- exact. Mais tu sais, je suis monté à 5400 mètres. T'as comme quand même 2 fois moins d'oxygène là. Puis c'était 10 jours de trek. En fait, c'était le tour des Annapurna. Puis les Annapurna, c'est un 8000 mètres là. Et t'es perdu dans l'Himalaya. Puis tu sais, c'est fou là. Tu montes par étapes justement pour t'acclimater parce que tu manques d'oxygène. Et ton last push, tu le fais, tu pars à 3h du matin dans la nuit noire. Il fait moins 20 degrés. On avait de la neige. Puis t'as comme 8 heures d'ascension là. Ouais. Et c'était une aventure de. Bah de là, en fou. plus, c'est pas un camp de base. Là. Tu plies ta tente puis tu pars. Ouais, bah en Ou fait. c'est un aller-retour. Là. Tu Il y a... reviens sur Non, ta en tente. fait, tu montes, puis après, tu passes de l'autre côté du col, en fait. Vu que Ouais, c'est un donc col là, à de 3h montagne. du matin, tu plies ta tente, tu la mets dans ton sac à En dos. fait, puis tu repars. on dormait pas en tente. On dormait dans des refuges. Ok, c'est des refuges. On s'entend, c'était sommaire, là. C'est-à-dire que tu sais, tu dors sur un lit en bois, puis Ouais. tu chies dans un trou, puis Puis c'est c'est t'as pas un trop tapis insalubre. pour couverture, là. Puis il y a une douche froide. Tu sais, Ouais. il y a froide, là. L'eau, elle est vraiment à 0 degré. Mais tu sais, ça, Ok. c'est à la Ouais, dure. c'est Enfin, rustique, là. c'est pas une tente, mais. C'est une cabane. Ouais, c'est ça. c'est pas le luxe non plus, là. D'accord. Ouais. Ok. Puis là, si on revient au voyage de vélo, est-ce que tu peux nous refaire l'itinéraire du... T'es parti de Montréal? T'es parti... Je suis parti d'Ottawa. J'ai remonté tout le Québec. Je suis passé par Montréal. J'ai pris la 138 de la route du Roi. Ouais. J'ai traversé tout Charlevoix. Je me suis rendu jusqu'à Baie-Comeau. À Baie-Comeau, du coup, j'ai pris cette route 389 qui va jusqu'à Fermont. Ouais. Fermont, je suis passé côté Labrador. J'ai fait les 1200 km de la Trans-Labradorienne. Puis j'ai pris le traversier, j'ai été sur l'île de Terre-Neuve, j'ai descendu tout Terre-Neuve, du nord au sud. Et j'ai repris le traversier, je suis arrivé en Nouvelle-Écosse, j'ai fait la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick. J'ai terminé avec tout le tour de la Gaspésie, avec les vents dominants face à moi, ouais, en longeant, tu sais, du coup, le Saint-Laurent. Puis je suis arrivé à Montréal il y a 3 jours, là. Ouais. Incroyable. C'est quoi le plus beau moment du voyage et le plus difficile? Ou peut-être le plus difficile. En vrai, mais... c'est assez dur à dire, parce que c'est des choses qui sont aussi incomparables au niveau des paysages que j'ai traversés. Mhm. Tu sais, c'est dur de comparer de la forêt boréale à entre la falaise et le Saint-Laurent au petit village plein d'héritage et d'histoire québécois. Tu sais, c'est sûr que le nord, là, moi, j'avais jamais été. Puis, c'est des territoires à perte de vue. Tu peux pas te rendre compte de l'immensité tant que tu l'as pas traversé jour après jour. Tu sais, de la voir sur une carte, c'est énorme. De la filmer en drone, c'est grand. Mais tu sais, de la traverser, vraiment de la pédaler jour après jour, c'est incommensurable, là, vraiment. Fait que ça, c'est sûr que c'était une expérience assez magique, puis même mystique. Mais franchement, tout le long de la Gaspésie, là, avec laquelle je terminais, c'était toute beauté. Le Nouveau-Brunswick, j'ai fait l'Acadie, puis tu sais, j'ai découvert une culture que je connaissais pas du tout. Mhm. Terre-Neuve, les gens sont trop sympas à Terre-Neuve. Fait que franchement, franchement, j'adore le Québec, puis j'ai tout aimé de ce voyage pour la spécificité puis la particularité que c'était. Puis il y a des moments durs, pareil, tu sais, la difficulté, elle évolue beaucoup. En fait, j'ai eu plusieurs difficultés qui se sont enchaînées. Au début, c'était pas mal à distance parce que je voulais me rendre le plus vite possible à Fermont, parce que Fermont, c'est comme la pire zone climatique qu'on a au Québec. Ok. Tu sais, l'hiver, là-bas, il fait -50. Puis Là, t'es parti
T'étais parti quand? 23 septembre. Ok, donc t'as fait un bout d'automne, l'été indien un peu. Là. Exact, l'automne. Mais tu sais, j'étais quand même pressé par le temps parce que, en septembre, il peut y avoir de la neige là à Fermont. Fait que je suis déjà parti tard là. Et je jouais contre la montre. Et ça se situe à combien de kilomètres de Ottawa, de ton départ? Fermont, c'est à 1600 km. Ok. Ouais, environ. Donc là, mais en gros, là, c'est ça, on le connaît, là, le Ottawa, Québec, même Charlevoix, Bécomo. Ouais, là, c'est la route principale et tout. Là. Donc là, à partir de Bécomo, là, tu tournes. Tu rentres dans les terres. Puis là, tu commences à rentrer dans les terres. Ça, c'est quoi la route que tu disais qui est très... Ça, c'est la route 389. Puis ça, c'est une des pires routes du Québec. Tu sais, les camionneurs ont des t-shirts, j'ai survécu à la 389. C'est une route de 600 km, 6000 mètres de D+. Puis tu rentres dans le bois, donc tu es dans la forêt boréale, tu perds le réseau. Donc tu n'as plus Internet, tu es avec du coup, des animaux... de la forêt quoi. Fait que là t'as des ours, t'as des loups, t'as toutes sortes d'affaires. T'en as croisé? J'ai entendu les loups, j'ai entendu les meutes de loups. Puis tu sais, premier soir là, ouais. Quand tu dors là, t'essaies de dormir, t'entends les loups, man. L'affaire c'est ça, c'est que moi au début, tu sais, j'avais jamais dormi avec des loups là. Puis, t'es pas allé au parc Omega dormir dans la chambre avec les loups? Mais tu sais là, c'est pas pareil là que le parc Omega. Puis, en vrai, quand tu rationalises, à la fin, là, quand j'avais fini le Labrador, j'avais envie de les voir, tu sais, les loups. Ouais. J'étais en mode, en vrai, j'ai trop envie de voir les loups, là, ça fait 3 semaines que je roule avec eux. Puis, tu sais, à force, tu deviens un animal parmi les animaux, là. Mais quand je suis arrivé, j'étais encore trop citadin, là, mettons. Puis c'est ça, t'entends tout plein d'histoires en plus, parce qu'on s'entend que ça nourrit l'imaginaire, puis... Le monde s'imagine tout plein d'affaires. Moi, tu sais, je m'étais quand même préparé, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est surtout ta nourriture. Une des raisons pourquoi les loups viendraient te voir. Donc là, j'avais mis toute ma nourriture dans des ziplocs, puis dans des dry bags, dans des sacoches étanches. Puis là, je mettais ça à 50 mètres de mon campement, puis je cuisinais jamais dans ma tente, je mangeais jamais dans ma tente. Tu sais, j'avais mis une cloche, j'avais pris mes précautions, tu sais. Mais c'est sûr que... Quand tu les entends puis que t'es quand même là dans le bois, c'est comme t'es pas trop serein là. Mais sinon je les ai jamais vus. Les ours commencent à hiberner. Tu sais, j'ai pas fait de grands rencontres avec des gros animaux. Je pense aussi qu'à vélo, tu sais, tu peux moins les surprendre qu'en auto. En auto, c'est comme l'orignal, il a pas eu le temps de partir de la route, mais là à vélo, il me voyait venir. Fait que, mais c'est ça, la 389, t'as ça. T'as aussi énormément de virages. Tu sais, en fait, dans le fond, c'est un chemin forestier. Fait que ça tourne tout le temps. De la gravelle. Parfois, il y a de la gravelle. Il n'y a pas de l'asphalte tout du long. Puis, il y a peu d'accotements à certains endroits. Puis là, tu sais, c'est des vannes et des camions qui passent. Parce que il y en a beaucoup, là. Je veux dire, c'est comme ça passe, ils sont en lignée ou t'en as, mettons, toutes les minutes. Mettons qu'il y en avait moins déjà à la période où moi j'étais, parce que je pense que l'été, ça passe encore plus. C'est les routes pour aller dans les barrages hydroélectriques. Exact. Puis, c'est la route qui va à Manic 5. Parce qu'il y en a tant que ça qui... Il y en a quand même, ouais. Il y avait quand même du trafic. Maintenant, il n'y avait pas un trafic constant. Je pense que le pire du trafic où j'ai eu le plus peur, tu sais, c'était Charlevoix. Charlevoix, la route, ça roule tellement. Ouais. Puis c'est que des camions là aussi. Puis ils s'en vont justement vers Baie-Comeau, la Côte-Nord. Les descentes et tout. Là. Ouais. Moi, je l'ai fait. Moi, j'étais allé faire un road trip avec mes enfants et tout en roulotte. Okay. Mais moi, j'avais ma voiture avec ma roulotte, t'avais les camions qui me poussaient aux fesses dans les montées et les descentes. J'avais la trouille de conduire avec les camions derrière. Tu te dis, mais lui, il a plus de frein, il me ramasse. Je finis en bas contre le mur. Là. C'est 100%. Fou, là. Ça fait peur cette route. Ouais. Franchement, puis tu sais, l'arrivée en ville, c'est toujours aussi le pire là pour moi. Ouais. Parce que quand t'arrives en ville, surtout en hiver, tu sais déjà qu'il n'y a pas d'accotement, mais là, il y a des bancs de neige sur ton accotement. Fait que tu roules où là? C'est pas tout le temps déneigé. Mais ouais. Donc là, t'as fait cette route-là pour aller à Fermont. Ça s'est passé comment pour aller jusque là-bas? T'as pris combien de jours? Puis quelle météo? Franchement, j'ai été bon parce qu'on s'entend que moi, je suis en voyage à vélo, fait que j'ai tout mon bagage. Ouais, c'est ça, t'es lourd. Tu sais, je fais 40 kilos là. Okay, mon vélo total, il fait 40 kilos. J'ai mis une semaine. Okay. En gros, je faisais 100 km par jour. Puis je faisais des dénivelés je faisais des journées à 1003, 1004 de dénivelé là. C'était assez débile. Puis le dénivelé, c'est que genre chaque fois que tu montes une côte, tu vois la butte de la prochaine. Puis là tu redescends, puis tu la remontes, puis tu redescends, puis tu la remontes. Et en fait c'est tout le temps ça. C'est comme non-stop. Il y a tout le temps une montée quand suit une autre. Tu sais, c'est pas tu fais une grosse montée, puis là tu pousses ton vélo ou quoi. Puis après c'est comme t'as fini ton dénivelé là, c'est qu'il y en a tout le temps.
Mais non, T'es arrivé au début octobre, dans le fond, là-bas. je suis arrivé, je suis arrivé, je pense, mi-octobre. Ok. Peut-être 3. Attends, je suis parti le 23 septembre. J'ai dû mettre les 1000 premiers kilomètres, j'ai dû les faire en une bonne dizaine de jours. Fait que, fin octobre, mettons. Plus Ok. fin octobre. Sachant qu'après, quand je suis arrivé à Fermont, là, j'ai pris une semaine de repos. 5 jours de repos, où je suis resté dans le mur. Puis moi, c'est ça, tu sais, je monte aussi toutes mes vidéos, là. Fait que j'ai sorti des longs formats sur YouTube qui retraçaient toute mon aventure. Puis ça, c'est des heures et des heures de montage. Donc, c'est comme j'ai pris 5 jours de Là, repos t'as où ton je faisais pas de laptop, vélo. C'est quoi mais... ton setup pour filmer j'ai une tout ça? tablette où je monte les longs formats. Puis sinon, j'ai drone, GoPro et téléphone. Puis plus j'ai avancé, plus je filmais avec le téléphone. Et le drone aussi, parce que ça fait des plans de zinzin là quand t'es au milieu de nulle part. Ouais. Et ça ressemblait à quoi ta routine de journée là? Tu partais à quelle heure? Est-ce que déjà tu as une routine? Est-ce que tu te disais faut que je parte à peu près à telle heure? Tu rentres à quelle heure? T'arrives à quelle heure le soir? Comment tu faisais pour dormir? C'était quoi ta stratégie et tout là? En général, je pars première lumière parce qu'en plus les jours, plus j'avançais, plus les jours rétrécissaient. Ouais. Et ça, c'était vraiment un enjeu parce que, tu sais, j'étais rendu dans le Labrador à 15h30, il faisait nuit, là. Ouais. Fait que c'est ça, j'essayais de prendre la première lumière. Donc, je me réveillais en général 1 heure avant la première lumière quand je campais. Puis, le temps de plier tout ton campement, ça prend, tu sais, 1 heure là à faire ton... Ouais, puis c'est tout le temps la même histoire. Sur la route 389, j'ai quand même eu quelques stops. À Manix 5, au barrage, il y a un motel. Fait que là, j'ai arrêté au motel, puis j'ai pris un jour de repos. C'est pour ça que je l'ai fait en 7 jours, mais en fait, je roulais de 100 km par jour parce qu'il y a comme 100 km. Puis c'est ça, à Fermont aussi, du coup, j'ai pris du repos. Avant Fermont, à Fire Lake, il y a comme une mine, puis je suis resté là-bas. Fait que c'est ça, en général, ma routine, c'est je pars à la première lumière, puis je pédale toute la journée dans le fond. Puis tu sais, j'arrête pas mal à la dernière. Genre, t'es autonome sur ta bouffe, tu manges sur le vélo, tu prends des petites J'ai toute ma bouffe avec moi. En avant, j'ai toute ma bouffe. J'ai des barres de céréales, des barres de protéines, des fruits secs, de la compote. Dans le Labrador, là, je bouffais des pots de Nutella à la cuillère aussi, tellement ça me consommait de l'énergie. Là. Okay. Tu brûles vraiment. Là. On parle de barres protéinées 21 grammes, je pouvais en manger comme 8 par jour. Là. Oh boy. Ouais. C'est comme, je mangeais tout le temps. Puis c'est ça, je développais un truc où comme je faisais ma vie sur mon vélo, c'est-à-dire que je m'arrêtais pas pour manger, je mangeais en roulant. Ouais, sinon tu t'arrêtes trop. Puis Exact, puis c'est trop dur de repartir, puis tu perds ton pace. Puis, en tout cas. Et avec le froid, t'as commencé à vivre le froid rendu au Labrador ou Fermont, déjà, j'avais une nuit à -6. Je m'étais réveillé le matin, tout était gelé. Puis tu sais, mon pantalon de la veille qui était humide de ma transpiration, je l'avais mis au-dessus de ma tente. Puis là, j'ai fait une vidéo YouTube sur ça. Il n'était pas trempé, il était gelé. Il était comme tout gelé. Exact, comme l'humidité a figé. Puis là, le matin, c'est comme je le secoue, puis tu sais, il y a comme de la glace là qui tombe de mon pantalon. C'est ton pantalon. Puis là, c'est mon pantalon. Ouais, tu le remets. Puis tu sais, tes chaussures, c'est pareil là. Tes chaussures, elles sont humides de la veille, puis tu les remets là. Ça va sécher en roulant. T'as-tu attrapé le rhume, quelque chose? T'as-tu eu des virus? T'as-tu des problèmes de santé pendant le voyage? À Charlevoix, je commençais à tomber malade, justement parce qu'en fait, mon corps, comme on l'a dit, tu sais, je fais pas du vélo quotidiennement. Puis il était pas du tout habitué. Moi, je me suis réveillé un matin, je lui ai dit, bon, maintenant tu roules 100 km tous les jours. Puis, tu sais, le temps de s'adapter, là, il a pas compris parce que tu roules 100 km tous les jours dans le froid. Puis, fait qu'à Charlevoix, j'ai commencé à être un peu enrhumé, puis à presque tomber malade. Mais là, c'est passé. Tu sais, après quelques jours, c'est passé. Puis je pense aussi le fait d'être tout le temps dehors. Puis tu sais, que ton corps se soit habitué. Puis aussi, t'as tellement un mental, puis t'as tellement d'adrénaline, t'es tellement excité que je suis pas tombé malade du voyage. Mais dans le fond, le virus aussi, c'est tout le temps quelqu'un qui te le donne, non? Ouais, mais quand tu manges quelque chose. Rhume, quelque chose avec le froid, tu sais, l'affaire des pantalons. Ouais, mais la grippe et le rhume, c'est un virus qu'on te donne, non? La seule. C'est vrai. Donc en fait, tu pourrais, comme un aliment que tu digères mal ou quelque chose, être malade de ça. Tu peux tomber malade tout seul, je pense. Hein. Tu sais, si t'es pas assez couvert puis que t'as attrapé froid, je pense que c'est que tu tombes malade tout seul parce que. Tu savais que tomber. En fait, c'est quand t'es malade parce que on te l'a toujours dit quand t'étais jeune, là, genre, va pas dehors, il fait froid, habille-toi parce que tu vas être malade, parce que ton système immunitaire, il est plus faible parce qu'il fait froid. Donc s'il y a un virus, tu vas l'attraper. Okay. Tu sais, c'est comme ça les rhumes là. Tu sais, donc ça, je me dis.
comment tu peux tomber malade, à part ça, peut-être une fatigue générale. Après, t'es tout seul. Tu sais, je sais pas, avec toi, comme aventurier, peut-être que tu t'es déjà pour posé le cette coup, question. non, bah pour le coup, c'est une bonne question que je me suis jamais posée. Après, je te dirais que tu sais, j'étais pas coupé du monde non plus complètement. Ouais. Sur la 389, je voyais du monde. À Fermont, j'ai rencontré du monde. Avant aussi. Ouais, je comprends. On s'entend, j'ai fait de l'isolement, mais j'étais quand même le bord d'une route. C'est-à-dire que je voyais, même dans le Labrador, là, le moins qui passait, c'était une auto par heure. Tu sais, une auto ou camion par heure. Mais j'étais pas tout seul. T'as des coupé du stations monde essence pendant 4 mois. j'imagine, là. Oui, exact. C'est quoi le rythme des stations essence les plus éloignées? C'était quoi? Manic 5, t'as une station essence. Après, à 100 km de Manic 5, t'as un relais où il y a une station essence aussi. Puis après, tu fais les derniers 300 km jusqu'à Fermont, il n'y a rien. T'as 300, il n'y a rien. Ouais. Puis est-ce que ces stations essence-là, genre, elles ferment à un moment donné ou c'est 24 heures? Je sais pas, moi je roule jamais de nuit de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Fait que moi, fallait que j'arrive avant là. Ouais. Je te dis, quand j'ai roulé de nuit là, c'était des grosses frayeurs là. Impossible de rouler la nuit. C'était hyper dangereux. Vraiment, c'était hyper dangereux. En plus, puis c'est j'ai qu'il n'y a pas vécu des beaux d'accotement, il y a moments, là. les camions et tout. Là, Puis tu vois rien, tu sais, c'est pas rouler de nuit, tu vois rien du tout. Ouais. T'es juste éclairé par la lune, puis t'es au milieu de la forêt. C'est Ouais, puis en plus, flippant. c'est que la forêt, c'est encore plus sombre. Là. C'est encore plus sombre. Puis moi, je te dis, je roulais, je savais pas ce qui était je voyais pas la route là. Comme je roulais dans le noir là. Puis s'il y avait un trou ou quoi dans la chaussée, je passais par-dessus mon vélo à tous les coups là. Fait que non, faut surtout pas rouler la nuit. Tu sais, j'ai été forcé de le faire une ou deux fois parce que justement ma journée était trop longue puis il y avait trop de distance. Et mais tu sais, cette journée-là où j'ai roulé, je m'en allais à Manic 5 dormir au motel justement parce que je me suis dit c'est mieux que je rejoigne le motel et que je fasse 45 minutes dans la noirceur que je dorme dehors. Ouais. Donc là, tu t'as arrêté à peu près 1 heure max après que la noirceur commençait. Cette journée-là, ouais. Non, mais en général, non, t'as arrêté vraiment quand il faisait noir. Non. En général, tu veux t'arrêter avant parce que tu veux voir où est-ce que tu mets ton campement. Okay. Parce que tu veux pas mettre ton campement sur des traces de loups ou sur des cacas d'ours ou sur. Tu sais. Fait que tu veux quand même checker ton environnement, de où est-ce que tu te mets. Puis même pour les bruits, tu sais, tu veux être attentif que comme, ok, là, il y a 7 branches qui cognent sur cet arbre, puis ça fait ce bruit-là. Comme ça, une fois que t'es dans ta tente, tu connais tes bruits et ton environnement. T'es pas en train de stresser. C'est un truc d'aventurier, ça. J'ai jamais pensé à écouter avant de me coucher, moi, dans un truc de backpacking. Tu dors, tu mets tes bouchons dans les oreilles, puis mon masque et mes bouchons bonne nuit. Et tout. Après, je te dirais que moi, j'étais tellement fatigué après mes journées que pour le coup, j'avais de la chance, c'est que je m'endormais facilement. Tu sais, je sais qu'il y a du monde là qui, quand il est en forêt, c'est comme insomnie là, tellement il y a de bruit et tout, t'arrives pas à dormir. Moi, en vrai, je tombais comme une crêpe là. Et pour dormir, c'était quoi ton setup Tente. C'était une tente simple serrée ou vraiment tente double, tu peux mettre ton stock. Puis... Fait que là, j'ai changé ma tente au milieu d'aventure. Quand je suis parti, j'avais une tente, tu sais, une tente Quechua là, une tente de premier prix. Puis c'était une tente 2 personnes mais qui était vraiment petite. Je mettais une couverture de survie pour m'isoler plus du froid. Je mettais mon tapis de sol, puis j'avais un sac de couchage moins 18. Puis c'est ça, je dormais comme ça. Tu sais, c'était quand même pas mal avec les moyens du bord. Je suis parti avec le meilleur matériel que je pouvais m'offrir quand je suis parti. Mais c'est ça, ma tente elle résiste pas. Je pense qu'elle résistait à des vents de 40 km/h la première. Puis là, la deuxième, quand j'avais fini le Labrador, il y a un gars qui faisait du voyage à moto. Puis lui, il m'a offert une tente qui résiste à des vents de 100 km/h. Puis là, c'est une tente où tu as 2 sas de chaque côté. Puis la tente est beaucoup plus grande. Puis elle est faite pour monter, démonter plusieurs fois. Aussi. Puis même ton tissu isolant pour le sol, il est vraiment plus étanche. Puis elle est plus chaude, je sais pas, tu sais, tu sens vraiment qu'elle est plus chaude. Plus isolante, Exact. Puis, mais c'est ça. Mais pour le coup, lui, il m'a offert la fin du Labrador, fait que le gros de ma période de camping, en fait, je l'avais déjà terminé. Après, je suis retourné à la civilisation. Quand je suis retourné à la civilisation, toute la fin du voyage, je dormais chez l'habitant. C'est ça, il y a comme des abonnés qui m'écrivaient puis qui me proposaient l'hébergement. Fait que après, j'avais fini pas mal... l'autonomie complète. Et ça devait choquer les gens de te voir. Tu sais, on a fait
du vélo d'hiver longtemps, puis déjà en milieu du commuting urbain, pas mal en mais plus. déjà Commuting, t'es un extraterrestre. les gens sont là. genre, hey, c'est Ça, fou, c'est tu une fais tempête ça, de ça n'a neige, pas d'allure ouais. et tout, mais toi, là, genre, tu débarques dans Nouvelle-Écosse avec ton vélo en décembre, les gens, ils devaient rien comprendre. Ouais, j'étais le seul. Oui, c'est toujours surprenant. Je te dirais que les gens m'ont super bien reçu là, vraiment, j'étais super bien accueilli. Encore plus quand t'es un cycliste tout seul et avec un vélo chargé, parce que c'est simple d'intégrer. Puis en plus, le fait que je documente toutes mes aventures sur les réseaux, bah, ça a énormément aidé. Ouais. Parce que c'est comme, voilà, j'ai fait tout ça, puis en plus, j'ai tout documenté. Fait que là, eux, ils peuvent juste aller voir. Puis là, c'est comme il y a plein de vidéos, fait que c'est hyper parlant. Puis ils voient le monde qui suit. Fait que c'est ça. Puis je postais dans les groupes aussi, les groupes Facebook. Puis vu que c'était que des petites communautés, le mot se passe très vite. Ouais. Puis il y a même des médias aussi qui t'ont filmé sur la route, là. Ouais, déjà. C'est au Nouveau-Brunswick ou je sais À plus Fairmont, où, j'ai commencé ma première radio. Tu sais, ma première entrevue pour le journal. Puis après, ça a continué tout le long à chaque fois que je passais dans des communautés. Parce que justement, c'était comme on n'a jamais vu un cycliste ici à cette période-là de l'année. Fait que oui, j'ai fait pas mal de passages radio. Je pense que j'ai dû faire, je sais pas, entre 20 et 30 radios là. Mais ils te contactaient sur les réseaux Ouais, sur Facebook, là, Petit Donny, puis il me contactait. Et t'as quelqu'un qui t'aidait à gérer tes réseaux sociaux ou c'est toi qui gérais tout? Mes réseaux, c'est ça, je gérais tout. Ma blonde m'a énormément aidé, notamment pour le montage vidéo. Parce que en fait, à chaque jour, je poste une vidéo de ma journée. Puis c'est un job de fou. C'est un job de fou, on se rend pas compte. Puis moi, je faisais aussi toute la planification et la logistique de mes journées d'avant. C'est-à-dire que quand t'arrives, faut voir où est-ce que tu vas dormir après, où sont tes hôtes, c'est quoi les distances, c'est quoi la météo, c'est quoi le dénivelé. Puis là, il y a monter la vidéo de la journée, puis t'es tout le temps soit en train de filmer, soit en train de monter. Puis une fois que t'as monté, il faut poster, puis il faut poster sur toutes les plateformes. Ouais. Puis fait que ça, c'est une demi-heure. Puis là, il faut mettre une description, puis il faut répondre aux commentaires. C'est parce que tu veux aussi maintenir de l'engagement avec ton audience et tout. Fait que c'est ça, ma blonde m'a aidé pour ce travail sur les formats courts. Puis moi, en plus de tout ça, j'avais les longs formats sur YouTube. Ça, c'est des heures et des heures que tu mets dans les vidéos là. Fait que je te dis, mes journées là, je l'ai commencé à 6-7 heures du matin, puis elle se termine à minuit, 1 heure. Puis j'ai fait ça pendant 125 jours sans jamais prendre de pause et à faire que ça de ma vie. Tu sais, je regardais aucun contenu, je faisais rien d'autre là. Puis on s'entend qu'aussi quand t'arrives chez des autres, tu sociabilises avec eux, puis tu leur racontes ton histoire et tout. Fait que ça te prend aussi du temps. Tu peux pas comme arriver puis dire ok, là faut que j'aille dans la chambre puis je vais bosser. Puis là tu passes la soirée avec eux. La soirée elle se termine vers quoi, 21h, 22h. Puis là de 22h jusqu'à minuit, 1h du mat. Mais ça c'est comme ma deuxième journée qui commence là. Donc là tu te levais 1 heure avant le lever du soleil, tu partais, tu faisais ta journée, tu mangeais sur le vélo, là, tu faisais ta vie, tu filmais ton contenu et tout. T'arrivais avant qu'il fasse nuit quelque part. C'était quoi ton ratio de dormir dehors et dormir chez quelqu'un J'ai plus dormi chez des gens que j'ai dormi dehors. En ratio, je sais pas, parce que j'ai pas compté exactement les nuits, mais je te dis en réalité la vraie période où j'ai dormi en tente, c'était la 389 et le Labrador. Donc c'était perdu. Là. Puis en fait, l'affaire c'est que je pensais que j'allais faire beaucoup plus de nuits en tente que ça, mais j'étais vachement bon parce que dans le Labrador, je roulais des 150 tous les jours. Fait qu'en fait, à 150 km tous les jours, tu sais, les villes sont espacées de 300-400 km là-bas. Mais du coup, tu sais, en 3 jours, j'arrivais à la prochaine ville, en 2 ou 3 jours. Ouais. En fait, mon truc, je me suis dit, bah, écoute, j'ai que ça à faire, autant rouler le plus possible comme un malade. Puis au moins, je fais ça plus rapidement. Ça fait que ça m'a fait moins de nuits en tente. Puis après, t'allais chez les gens. Tu sais, est-ce que ça te prenait de l'énergie aussi, tu sais, justement, tu sais, d'aller avec les gens, raconter, t'as raconté 50 milliards de fois la même histoire. Exact. Ouais, ce que je suis en train de vous raconter là, je l'ai déjà raconté, c'est sûr. Oui, c'est sûr, ça te prend de l'énergie. Après, tu sais, j'adore ça. Puis, pour moi, c'est vraiment un plaisir de partager ça. Puis à chaque fois, c'est des rencontres humaines et tu sais, moi, c'est un voyage à vélo là que je fais. Puis en fait, avant tout, c'est une aventure humaine plus que le dépassement physique et le challenge. C'est que je voyage puis je vis des choses. Donc, j'étais super heureux à chaque fois de rencontrer du monde différent et de leur partager ça. Ouais. Donc là, t'arrivais là, tu jasais avec eux, ils te présentaient la chambre où est-ce que t'allais dormir. Tu te lavais, tu mangeais, puis après, tu partais, puis là, tu faisais montage vidéo. C'est ça, entre 22h puis minuit, 1h du mat,
Mais Shit. t'étais correct pour faire 4-5 heures de sommeil puis partir après? Genre, t'as jamais T'as senti pas le le moment où choix. tu t'es dit... Franchement, je vais être honnête avec toi, j'étais fatigué là. Sur la fin, Ok. j'étais cramé. C'est usant, vraiment. Après, moi, tu sais, j'ai besoin d'être vraiment actif quand même. Puis j'ai besoin de faire beaucoup de trucs dans mes journées. Donc ça m'allait bien. Puis, tu sais, je suis hyper discipliné. C'est-à-dire que quand je me suis donné un objectif, là, quand je suis parti, je me suis dit, je fais ce voyage et je poste une vidéo par jour. À partir du moment où, dans ma tête, je me suis Ah, dit, tu tu t'es postes une engagé vidéo par là-dessus. jour. Je me suis fait une promesse à moi-même, puis je me suis discipliné. Peu importe le nombre de kilomètres que j'avais roulé, peu importe l'endroit où j'étais, peu importe si j'étais fatigué, j'étais comme discipliné. Wow. Ouais. Est-ce que ça t'a fait, justement, le fait de faire cette aventure-là, tu sais, en termes de notoriété, je sais pas, tu sais, en termes de personnes qui te suivaient sur les réseaux et tout, est-ce que c'est ça qui a explosé? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que ça a pas mal explosé sur les réseaux. Parce que c'est vrai que quand je suis parti, personne ne me connaissait. Tu sais, avec que mes potes. Parce que moi, là, à la fin, là, j'ai entendu parler. Là. Puis, tu sais, j'ai vu ton arrivée à Vélo Québec, Ouais. là, genre, avec toute la gang, le vélo Ouais. d'hiver et tout. C'était fou, là. Genre. Ouais, c'était fou, là. Il y a plus de 6 millions de personnes qui ont vu mon contenu, là, le dernier mois. Ok. Tu sais, même moi, je me rends pas compte. Je pense que c'est sûr que le fait d'être régulier, c'est sûr que Ouais. ça, sur les réseaux, ça a énormément Tu aidé. racontes une histoire, je veux dire, à partir du moment où on te Exact. suit tous les jours, on regarde ta vidéo pour voir le résumé de ta journée. Exact. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puis là, je pense que c'était aussi du contenu très authentique. Puis comme je l'ai dit, tu sais, les gens, c'est aussi l'aventure humaine qui sont aimés. Puis c'est la façon dont je l'ai raconté, dont je l'ai partagé. Je pense aussi que j'allais dans des territoires que très peu de monde ont été. Puis autant pour l'endroit où je me trouvais, ça leur faisait super plaisir qu'on montre où est-ce qu'ils étaient, puis comment ils vivaient, puis qu'est-ce qu'ils faisaient, que pour les autres découvrir ces endroits. Ouais. Puis c'est ça, j'allais de communauté en communauté aussi, fait que au fur et à mesure que j'avançais, mettons, je ramassais du monde, puis de plus en plus de monde entendait parler de l'aventure. Puis après, tu sais, j'ai fait un gros travail aussi, je l'ai partagé sur les groupes Facebook, puis tu sais, j'ai essayé de faire justement des vidéos captivantes, puis tu sais, je me suis vraiment donné en termes de montage, puis promotion, puis comme optimiser au maximum. C'est une science. Il faut que tu sois dans l'algorithme au bon moment. Il faut que tu... Ouais, c'est vraiment quelque chose. Puis c'est ça, tu sais, les gens ont vraiment embarqué. Moi, ça m'a fait trop plaisir de voir que j'ai pu toucher autant de monde. Je t'avoue que quand je suis parti, je pensais que ça pouvait intéresser du monde, mais je pensais pas que ça rejoindrait autant d'univers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que des gars de vélo puis des gars d'aventure qui m'ont suivi. Il y a des gens qui sont pas du tout de ce milieu-là, puis qui sont venus pour tu sais, les valeurs de persévérance, de courage, de dépassement de soi. Tu sais, il y a des gens qui sont atteints par la maladie qui me regardent tous les jours de l'hôpital. Ouais. Il y a des gens qui ont des histoires de vie, c'est comme des rescapés, puis eux, ils voient tu sais, ce que je traverse, puis comment je me bats jour après jour. Tu sais, ça résonnait en eux. Il y a de tout, vraiment, de tous les âges. Tu sais, t'as des enfants, t'as des personnes âgées. Genre vraiment, j'ai réussi à toucher tout type d'univers. Tu sais, même d'univers qui normalement cohabitent pas. Tu sais, les camionneurs et tout, ils étaient trop sympas avec moi. Tu sais, comme ils m'ont trop bien reçu. Puis... Ouais, d'habitude, les camionneurs, ils ont moins de... Exact, mais là, c'était moins pas... de considération pour les vélos. Là, c'était pas du tout le cas. Tu sais, c'était comme des gars qui font 4 fois mon gabarit, qui étaient tatoués de partout, puis tu sais, qui descendent, puis qui me disent là, toi, t'es brave, toi, là, t'as du courage. Ouais, non, mais, bon. tu sais, c'était comme. Ok. Fait que. Puis je pense qu'aussi, c'est vraiment une personnalité. Enfin, tu sais, moi, j'ai vraiment aimé ça, montrer tous ces coins de pays. Puis, tu sais, même ça, une journée, je faisais du skidoo, puis l'autre journée après, je faisais du vélo, puis. Tu sais, c'était comme deux univers qui, a priori, sont complètement différents, même pour le monde. Puis moi, je suis comme, non, j'adore le skidoo, puis j'adore aussi le vélo. Puis pourquoi je pourrais pas faire les deux, tu sais? Ouais. Ça, c'est des côtés aventuriers, ça. Ouais. Tantôt, tu parlais de la Gaspésie qui avait été difficile, les vents et tout. Est-ce que c'est le moment le plus intense du voyage ou tu as eu des moments encore plus durs que ça? Je sais pas. Le début, c'était quand même dur. Les premiers 2000 km, c'était dur. J'avais une selle qui me faisait super mal. Puis, tu sais, la 389, le Labrador, c'était tough. Là, les distances, là, rouler des 150 km Ouais. tout seul. Tu Puis en rajoutes ta salle gravel, camping. pas mal défoncé. Ouais, en fait, pour moi, à partir du moment où j'avais passé ces étapes, je pourrais finir la fin du voyage. Puis, tu sais, même la fin du voyage, je l'avais pas préparé. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais fait de vélo l'hiver.
Puis, tu sais, le vélo avec lequel je l'ai fait, je suis parti avec mon gravel, j'avais des pneus d'été, là. Puis, j'ai fait tout le voyage avec des pneus d'été. Ouais. Puis, tu sais, des pneus... J'avais pas un fat bike, là. J'avais des pneus normaux, Ouais, des pneus là. de gravel. Ouais. T'avais un guidon... C'était un guidon droit que t'avais, non? Ouais, j'avais un c'est ça, guidon guidon droit. droit. Tu sais, à la fin, Avec j'ai ajouté... des petites des petites barres handlebars, là. qui, Mais genre, j'avais pas de drop bar, j'avais pas... Fait que oui, la Gaspésie c'était le plus tough parce que c'était dernièrement, puis c'était la fin, puis il y avait aussi peut-être beaucoup de fatigue accumulée. Puis c'est vrai que j'ai mangé un méchant climat cette année. L'hiver a été quand même assez rude. C'était rude, Puis tu sais, j'ai eu des moins 30 là. J'ai traversé toutes les côtes de la Madeleine, puis Grande Vallée à moins 30, puis après ça, j'ai eu des vents de 70 km/h. Mais tu sais, 70 km/h de vent à vélo, c'est débile. Là, tu fais plus de vélo à cette vitesse-là. Tu t'arrives même pas à pousser ton vélo parfois. Puis c'est ça, tempête de neige, j'ai eu aussi. Enfin, tu sais, j'ai pas mal tout eu là. Mais là, les tempêtes, t'as fait quoi? T'as arrêté pendant le temps de tempête ou t'as continué pareil? Ou... Bah, ça dépend. En général, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de timer mes jours de repos avec les grosses tempêtes. Parce que tu veux pas non plus être dans le chemin, puis les déneigeuses elles font leur travail, puis la visibilité parfois est nulle, fait que c'est aussi un peu dangereux. Maintenant, j'ai eu des débuts de tempête parfois. Je me souviens un soir là où justement j'ai dû rouler pareil 45 minutes dans la noirceur, puis il neigeait à gros flocons là, c'était comme 0.5 cm de neige qui s'accumule là par heure, puis non, ça neigeait bien là, puis pareil, route blanche, tu vois rien, tu vois pas où tu mets tes roues, puis en une demi-heure, 1 heure, le niveau de neige a augmenté de x3 là. Fait que avec des pneus des pneus d'été, pas de pneus cloutés ou les derniers 300 km, j'ai eu des pneus cloutés, bah en fait pour faire le Québec-Montréal dans le fond. Okay. On m'en a mis un à l'avant, puis ils m'ont dit vas-y essaye ça. Essaye ça juste pour voir. Puis honnêtement, je trouve que j'ai pas tant senti la différence. Ah ouais? Ouais, franchement, je pense que c'est plus sur la glace aussi que ça fait la différence, les pneus cloutés. Sur la neige, ça change rien. Exact, c'est pas mal ça que j'ai remarqué. Puis tu sais, moi j'avais fait tout le voyage avec des pneus d'été, fait que c'était comme... Ouais, puis t'as pas une vitesse, t'es lourd, t'as pas une grosse vitesse. Parce que c'est plus, admettons, quelqu'un qui fait du commuting en hiver à Montréal, qui a pas nécessairement de bagages, qui doit faire des virages, qui est léger, là, c'est sûr que... C'est ça aussi. Tu vires vite de bord, mais tu sais, là, c'est pas mal, tu roules tranquille. Puis, en fait, tu roules tout droit dans la même direction. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, mes bagages, pour le coup, ça m'a aidé parce que justement, j'avais tout un poids en arrière. Puis au fur et à mesure de la journée, tu sais, je commençais à connaître les plaques de glace, puis la neige, puis je sentais la route, comme à quel moment fallait mettre ton coup de pédale, à quel moment fallait pas bouger ton volant, à quel moment fallait que j'aille un peu plus en avant sur mon vélo pour mettre plus de poids, puis comme tu sais, passer sur la plaque de glace, puis pouvoir recontinuer. Fait que je pense que c'est aussi une pratique, puis t'apprends à jouer du guidon au fur et à mesure là. Puis ton entretien, tu sais, tes pneus, ta pression de pneus, tu gérais ta pression de pneus, comment tu faisais ça, puis ta chaîne, transmission et tout, là, comment tu t'entretenais ça, comment ça s'est passé avec, c'était mono-vitesse? J'entretenais pas tant ça. Okay. Je t'avoue que pression des pneus, en gros, je faisais la pression, puis je les mettais à pression, mais je roulais longtemps avec, comme ça justement, ça se dégonflait un peu. Puis pour l'hiver, tu sais, t'as plus d'adhérence quand ils sont un peu dégonflés. Fait que pour moi, c'était pas un problème. Ouais. Puis pour ce qui est la chaîne, tu sais, j'essayais de la nettoyer de temps en temps puis de la relubrifier. Mais maintenant, tu sais, on s'entend, ma chaîne elle était rouillée. Enfin, là pour mon prochain trip, faut que je refasse toute une transmission, faut changer la chaîne, faut tout changer parce que elle est étirée. Mais dis-toi que j'ai fait depuis que je l'ai acheté, il y a tout qui est mort. Mais depuis que je l'ai acheté le vélo, j'ai jamais changé de chaîne. Puis là, j'ai fait tout le Japon et tout ça, fait que là, la chaîne, elle a comme 6700 km là. Ouais, puis t'as tiré dedans, t'as pas trop entretenu. Puis j'ai fait que démonter tout le Japon. En plus, c'est comme le moment où tu utilises le plus ta chaîne. Tu fais que forcer comme un idiot en first gear à être debout. Puis fait que ma chaîne, elle est tellement étirée. Enfin, elle bounce. Là, vraiment, elle fait le ventre, ma chaîne. Oh, wow. Ouais. Mais est-ce que t'as des compétences mécaniques parce que, tu sais, je veux dire, on recommande toujours aux gens d'avoir une base. Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, genre, je sais changer un flat. Une chaîne, tu sais, j'ai jamais, par exemple, une chaîne cassée, moi-même la réparer, je l'ai jamais fait. J'ai déjà vu une vidéo. J'ai déjà vu un tuto. Je sais, j'ai l'idée de comment faire.
Mais tu sais, tu me mets en condition, il fait moins 30, faut le faire. Je sais pas. Ouais, mais je sais pas là, tu sais, comment je vais, si ça va vraiment être bien. Puis après, on s'entend les gros bris. Tu sais, si j'ai un dérailleur qui pète, dans tous les cas, tu le répares pas sur le bord de la route. Fait que faut aller au bike shop. Puis tu sais, moi, j'ai étudié en mécanique automobile. Fait que je pense que j'ai peut-être aussi plus l'intuition de la débrouillardise de tu bricoles. De bricoler là. Tu sais, je suis pas complètement étranger non plus au milieu de bidouiller tes affaires, mais tu sais, je suis pas du tout un pro du vélo. Puis pour le coup, j'ai aucun souci à dire ça. Tu sais, je prends des conseils complètement dans les bike shops. Puis quand j'arrive dans les bike shops, tu sais, ils sont comme t'as fait 6000 km à vélo, tu sais, tu veux quoi et tout. Et moi, je suis là, vous me conseillez quoi? C'est comme. C'est drôle de t'écouter parler parce que depuis tantôt, la seule affaire que je me rejoue dans ma tête, c'est que t'es un aventurier, t'es pas un cycliste. T'es un cycliste par accident ou par intérêt, mais t'es un des invités du podcast qui est le moins dans le monde du vélo, je vais dire. Donc, tout ce que tu racontes tantôt, depuis tantôt, je t'écoute, puis je suis comme, ah ouais, c'est intéressant parce que c'est renouveau un peu. Là. On entend souvent beaucoup de matériel, de technicité, d'entraînement et tout, puis toi, tu t'es juste dit, ben, je vais partir faire ça, puis advienne que pourra, là, tu sais, je vais trouver des solutions, puis je vais être débrouillard, puis je vais faire confiance à la vie et aux gens aussi, puis tu as réussi à faire ton voyage avec cette genre d'énergie-là, c'est super rafraîchissant d'entendre ça. Là. Ouais, 100%, mais tu sais, ça revient à ce que je te disais au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir toutes les réponses avant de partir. Puis, tu sais, si tu penses à tout ce qui peut briser sur ton vélo et que tu veux emporter toutes les pièces qui peuvent briser, enfin, tu sais, tu peux pas là, faut prendre un trailer derrière toi avec un bike shop là dans le fond, tu sais, parce que il y a tellement de choses qui peuvent aller mal. Tu gères les problèmes un après l'autre, puis si t'en as, puis tu sais, moi je touche du bois là, j'étais vraiment très chanceux. J'ai eu mon porte-bagages qui a cassé 3 fois. Ça a pas mal été ça mon enjeu parce que j'étais déséquilibré au niveau de mes sacoches. J'ai une sacoche c'était que mon sleeping bag, puis vu qu'il est très léger, il prenait tout l'espace de ma sacoche, puis l'autre c'était plus mon électronique, fait qu'elle était plus lourde. Puis là avec l'hiver, le métal il cassait, puis ça brise beaucoup plus facilement, puis tu sais, ça rouille comme toutes les pièces rouillent, puis les contacts entre deux métaux différents, en tout cas ça faisait de la corrosion. C'est les vis qui cassaient ou vraiment le porte-bagages? En fait c'est la vis qui tenait mon porte-bagages qui cassait. Puis 2 fois elle a cassé, j'ai été en mesure de la réparer, de l'extraire. Puis une fois, elle a cassé dedans, puis j'ai pas réussi à l'extraire. Puis fait que là, j'ai été au bike shop. Puis par chance, j'étais dans la civilisation. Parce que ça me serait arrivé là-haut dans le Labrador. J'étais mal pris là, c'est sûr. Ouais, ok. J'ai une question pour le froid là. Puis je sais que toi t'es sensible des extrémités là. Ouais. C'est un running gag. Mais tu sais, quand il faisait moins 30 et tout, là, tu sais, il faisait super froid là. Tu sais, les mains, les pieds, on s'entend que même la tête, tu perds beaucoup de chaleur de la tête là. Donc toi, t'avais quoi, un casque de vélo, t'avais un casque de ski, j'ai vu que t'avais un masque. J'avais un casque de vélo. J'avais un masque. J'étais comme complètement couvert de la tête. J'avais cagoule. Puis quand il faisait vraiment froid, les moins 20, moins 30, j'avais un masque qui me protégeait justement complètement les joues. Un masque et un masque de ski aussi. Fait que j'étais complètement protégé du visage. Les extrémités, c'est toujours ton point sensible, surtout en vélo parce que tes pieds ils bougent pas. Fait que là j'avais froid aux pieds, fait que quand j'avais froid aux pieds, généralement c'est que c'est 1 fois par heure, je poussais mon vélo, puis ça me réchauffait les pieds de marcher à côté, puis ça me faisait avancer aussi en même temps un peu. Puis juste le fait de faire ça 5-10 minutes, ça réchauffait mes pieds qui réchauffaient ma botte. Puis j'étais reparti. T'avais quoi, des bottes de rando, de randonnée J'ai comme des bottes que j'ai là au pied, c'est des bottes waterproof qui sont comme résistantes à l'eau, mais c'est pas. C'est des comme les petites bottes d'hiver waterproof là. Ouais, exact. Des petites bottes d'hiver waterproof, ouais. Ok. Puis les gants. Puis les gants, en fait, l'affaire, moi, c'est que vu que je filme tout, je filme avec mon téléphone, fait qu'à chaque fois, je sortais ma main des moufles. Puis, tu sais, quand il fait moins 25, en 30 secondes, ça saisit. C'est terrible. Là, c'était... Puis moi, l'affaire, en plus, qui était vraiment terrible, c'est que je faisais voler le drone. Puis le drone, c'est 5 à 10 minutes. Puis ils ont fait des joysticks en métal. Puis là, j'avais comme les mains en dehors des gants pendant genre 5 à 10 minutes. Puis je sentais vraiment plus mes doigts là. Tu sais, j'ai eu des mini engelures. Puis je pense que j'ai même pris des. Bah, tu sais, je suis plus sensible maintenant. Je pense parce que c'est comme une fois que tu chopes une engelure, le froid ça te fait plus mal les prochaines fois. Non, c'était vraiment un enfer. J'avais juste des moufles. Ce que je faisais, c'est que quand je filmais
et qu'il faisait vraiment froid, je mettais des chaufferettes dans mes gants. Comme ça, quand je remettais mes mains dans mes gants, c'était chaud déjà. Mais je t'avoue que l'hiver, tout est plus dur, tout est plus compliqué. Tu sais, dézipper, c'est dur. Puis c'est vraiment t'as l'impression que ça picote dans tes doigts, puis tu sais que quelqu'un frappe avec un marteau sur tes doigts là. T'arrives à faire tes journées de vélo avec tes pieds puis tes mains, à gérer ça quoi. Ouais. T'as tout mon respect. Ouais. T'as tout mon respect juste pour cet aspect-là du voyage. Là. Je voyais tes vidéos, puis dans ma tête, il y avait une incompatibilité. Tu sais, j'ai fait du vélo d'hiver longtemps, genre j'ai roulé à moins 30 et tout, mais c'était sans arrêt une souffrance et j'avais et c'est l'aspect de me réchauffer dans l'effort et tout. Puis tu sais, l'hiver, c'est weird parce que tu t'arrives pas à te réchauffer. Ton cœur, il pompe plus fort parce que t'as froid, mais t'arrives jamais à être bien, genre. Puis toi, t'as fait des trucs, faire 8 heures de vélo par jour. Même, je te dirais que moi, quand je pédalais, j'avais pas si froid que ça. Okay. C'est-à-dire que le haut du corps, là, franchement, je me réchauffais. Okay. J'arrivais dans l'effort à me réchauffer. Puis je pense que je préfère vraiment le froid au chaud. Moi, par exemple, faire du vélo l'été, comme en plein juillet, là, en plein mois d'août, quand il fait 30 degrés, je trouve ça vraiment dur, là, quand t'as vraiment chaud, puis que tu transpires, puis qu'il faut boire. Puis je pense que je préfère l'hiver. Puis tu sais, j'avais quand même un bon manteau qui m'isolait vachement bien du vent. Parce que c'est pas mal ça le pire en fait, c'est le vent surtout qui va te donner froid. Puis je sentais presque pas le vent et le froid pour moi ça n'a pas été tant que ça a été un enjeu. À part pour tout faire les trucs du quotidien, parce que quand tu dois faire des trucs avec tes mains, là c'est un enjeu parce que tout est plus compliqué. Tu sais, mais. Est-ce que tu t'es ennuyé de quelque chose pendant le voyage? Ma blonde. C'est bon, c'est une bonne réponse. Ouais. Mais vous parliez, j'imagine, à tous les jours. On se parlait tous les jours, puis c'est ça, tu sais, elle m'aidait aussi, fait que elle, c'est comme si elle avait vécu le voyage. Elle l'a pas fait, mais elle a tout vu, là, elle était dans tous les backstage. Non, bah tu sais, comme d'hab, la ta blonde, ton lit, une bonne raclette, ce truc-là, quoi. Surtout la raclette, c'est réconfortant. C'est bien ça. Ouais. Mais sinon, non, tu sais, j'ai manqué de rien. Puis j'étais 100% là où je voulais être. J'ai choisi d'être là. Moi, j'aime vraiment ça, l'aventure. Puis j'aurais voulu être nulle part ailleurs et faire rien d'autre que ce que j'étais en train de faire. Fait que c'était comme vraiment un alignement avec moi-même, avec qui je suis. Fait que non, j'ai pas eu de manque. Puis ça s'est passé comment l'arrivée là? Quand t'as fini, genre l'arrivée, j'imagine, c'est comme peut-être ton arrivée réellement, c'est quand? C'est quand t'arrives à Québec? Tu sais, quand tu dis, OK, là, je suis dans une phase d'arrivée, quand tu finis quelque chose, la ligne d'arrivée, elle est là, mais j'imagine que quand tu fais des longues distances comme ça, moi, je l'ai fait avec de l'ultra-distance, c'est que dans la dernière journée, pour moi, c'est mon arrivée, puis je pense déjà à, tu sais, mon arrivée et tout. Toi, c'est quoi, à Québec, là? Tu te dis, OK, je suis arrivé, là, j'arrive, tu sais, parce que t'es allé voir le magasin Mathieu Performance, t'as fait un podcast là-bas et tout, donc... je te dirais même avant ça, en fait, 10 jours avant mon arrivée à Montréal, j'avais annoncé la date que comme le 25 j'arrive à Montréal. Puis à partir du moment où j'avais annoncé cette date environ 10 jours avant, j'étais comme déjà arrivé, je préparais que ça. Tu sais, tous les jours j'étais en mode à l'arrivée il faut qu'il y ait ça, on invite telle télé, telle radio, je l'écrivais à mes potes, je le partageais sur mes réseaux, j'en faisais parler. En plus je t'ai écrit, moi t'as même pas fini là. Ouais, c'est ça. T'étais sur la route. J'étais dans tout plein d'affaires. Puis je te dirais que progressivement, tu sais, quand j'avais fini les grosses côtes de la Gaspésie, que j'étais arrivé là, tu sais, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, tu sais, là, je sentais déjà que j'étais sur la fin. Là, Puis c'est ça. Après, mon défi, ça a été d'arriver le bon jour à la bonne heure, parce que j'avais un nombre de kilomètres à faire, puis peu importe les conditions climatiques, fallait que je les fasse. Il y avait plus de jours de repos, fallait pas qu'il y ait de soucis, parce que fallait que je me rende vraiment le 25, tu sais. À partir du moment où tu lâches une date, il y a du monde qui t'attend là. Ouais, c'est clair, ça mène. Fait que c'est ça mettait une pression que j'avais pas avant, parce que je roulais chill, puis si j'ai envie de m'arrêter 2 jours, tu sais, pour le coup, je suis pas du tout axé performance. Je sais que ce que j'ai fait, c'est performant. Puis tu sais, je sais que j'ai roulé des 150 km dans le Labrador, puis que c'est pas tout le monde qui peut rouler des 150 km. Voilà, je sais qu'il y a quand même de l'effort physique, mais pour moi, tu sais, c'est vraiment un voyage. Puis si j'aime un endroit, j'y reste. Et justement, moi, je veux découvrir et visiter la place. Fait que, tu sais, je suis pas comme on fait juste du vélo, puis on regarde le sol, puis on voit pas ce qu'il y a autour là. Donc on parlera pas de ta prochaine aventure parce que tu vas l'annoncer plus tard, mais tu sais, on peut-tu sur les réseaux sociaux, c'est le petit Denis un peu partout là, c'est ça là, sur c'est ça. Instagram, Facebook.
Instagram, YouTube. Facebook, YouTube, TikTok. Caramel. Je suis Non, parti. Caramel. T'es trop Ok, jeune, j'ai pas connu mais ça. donc je pense que les gens pourront te suivre pour voir tes prochaines aventures. Mais moi, ma question, c'est, tu sais, par rapport au contenu que tu crées, j'imagine que tu sais, là, t'es aventurier. Tu m'as dit, moi, je vais être aventurier dans la vie. T'as fait du contenu, t'en fais tous les jours. Je pense que ça fait en sorte que les gens puissent te suivre et tout. Tu sais, comment tu vois ton avenir par rapport à ça? Est-ce que, tu sais, là, j'imagine que tu dois chercher des commanditaires et tout, là. Comment tu vois ta suite, là, d'aventurier, là? Ouais, exact. Bah, pour moi, la prochaine étape, là, justement, c'est d'avoir des commandites puis des sponsors qui me permettent de faire des aventures. Puis, bah, plus tu avances dans les aventures, plus tu cherches des trucs extrêmes et intenses. Tu sais, on va pas se le mentir, je suis quand même à la recherche d'adrénaline à chaque fois, de plus en plus importante. Fait que c'est ça, tu montes progressivement. Faut quand même, tu sais, toujours faire attention parce que t'es toujours, si ce n'est à ta limite, à la recherche de ta limite. Puis bon, tu sais, ça peut quand même être dangereux, justement. Tu sais, je suis dans des milieux quand même assez extrêmes. Tu dors dans ta tente et tout. Enfin, à moins 30, si t'arrives pas à te réchauffer, t'arrives pas à te réchauffer. Puis, Ouais. tu sais, on entend tout le temps les histoires de monde qui revient, mais tu sais, il y a aussi du monde qui laisse sa peau en aventure. Fait que faut faire vraiment attention à ça. Tu sais, tu veux partir avec du matériel vraiment bien préparé. Donc c'est ça. Je cherche des sponsors. Puis les réseaux, c'est sûr que je vais continuer à développer ça, puis à faire du contenu. Puis en plus, j'adore ça vraiment. Plus j'en fais, plus j'y prends goût. Et ça me fait vraiment plaisir de partager. C'est encore plus quand il y a du monde qui te regarde là, parce que j'ai l'impression que c'est comme... bah, tu sais, moi, ça fait... au début, il y avait que mes amis, mais tu sais, ça faisait quand même depuis 2023, du coup, depuis mon premier voyage à vélo au Japon, que j'avais déjà dans l'idée de faire du contenu. Mais là, tu sais, j'étais pas du tout assez studieux dans le... Ouais, puis ça s'apprend, là, je veux dire, ça s'improvise pas tant que ça, là. Ça prend du s'apprend. temps, là. Mais c'est ça, tu sais, maintenant, je sais comment monter une vidéo, je sais comment partager. Tu sais, j'ai aussi appris à raconter une histoire. Puis, tu sais, je pense aussi que j'aime ça, puis ça se ressent. Donc, c'est sûr que le contenu, je vais continuer d'en faire. Puis, c'est ça, on va monter d'expé, pas forcément à vélo, mais c'est sûr que, tu sais, j'aime bien le vélo, c'est vraiment un bon moyen de voyager. Je trouve que c'est la vitesse parfaite, là. Ouais. C'est comme à pied, je serais trop lent. En voiture, tu vois pas le paysage. Mais à vélo, tu vois le paysage, mais en fait, plus que tu le vois, tu le ressens, tu sais, tu le vis. C'est comme tu sens le vent, tu sens que là, t'es comme plus en altitude, puis tu sens quand l'air est plus frais, tu sens les odeurs, tu sais, tu sens quand il y a de la côte, quand il y a du faux plat, là, tu sais. C'est comme des trucs qu'en auto, tu sens pas, là, t'es comme trop isolé, puis t'as ta musique, puis fait que pour ça, je kiffe le vélo. Cool. Mais super, Ouais. merci beaucoup. Ben, Puis, merci de m'avoir reçu. n'hésitez pas à suivre les aventures du petit Denis sur les réseaux. YouTube, vous avez les versions longues des vidéos et tout. Je vais mettre le lien dans la description, mais allez taper sur les réseaux le petit Denis, puis vous allez trouver toutes les infos. Merci pour ton temps, merci d'être venu ici, puis Ça fait plaisir. bonne aventure. Merci. Salut. Merci.